La Financière agricole du Québec a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Elle vous propose des solutions d'affaires tant en financement qu'en assurance et en protection du revenu, adaptées à vos besoins. La Financière agricole du Québec, fier partenaire de votre réussite. La Fédération régionale de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse d'être partenaire de cette émission qui met de l'avant le savoir-faire des producteurs agricoles ainsi que la passion qui les anime. Nous sommes fiers de faire partie de la recette. Bonjour et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous prenons la route de l'île d'Orléans pour aller découvrir la production de dinde avec Marc-Antoine Turcotte. Et dans le même ordre d'idée, nous allons découvrir les volailles fines avec Richard Poissonneau. Les volailles fines, on entend par là le faisan, la perdrix, pintade, caille. Donc, c'est toutes ces variétés de volailles que nous allons pouvoir découvrir aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine Turcotte, copropriétaire de la ferme avicole Orléans. On est spécialisé dans la production de poulets, dindons et pommes, situé à Sainte-Famille, île d'Orléans. L'entreprise ici, en fait, c'est mon grand-père en 1946, quand la guerre a terminé, qui s'est installé ici. Il avait acheté une petite parcelle de terre d'environ 1 hectare. Bon, il a commencé avec quelques poulets, quelques poules pondeuses, il y avait un petit peu de pommiers, il faisait beaucoup de commerce. Puis, dans les années 60, il a construit 3 poulaillers. Ensuite de ça, dans les années 80, mon père et mon oncle ont fondé la ferme avicole Orléans. Ils ont construit d'autres poulaillers jusqu'en 1993 environ. C'est à ce moment-là qu'ils ont acheté du quota de dindons. Puis toujours au travers de ça, ils ont continué de développer la production pommicole. Marc-Antoine, parle-moi, c'est quoi ta formation que tu as suivie là, pour être en mesure de prendre la relève de l'entreprise? Quand j'ai fini mon secondaire, je n'étais pas trop certain de ce que je voulais faire, donc je m'étais inscrit au cégep Sainte-Foy en gestion commerciale. Je m'étais dit, si je veux reprendre la ferme, ça va être correct. Mais finalement, quand j'ai terminé ma technique, je suis retourné finalement faire une autre technique en production animale à l'ITA de la Pocatière. OK. Donc, tu étais à ce moment-là convaincu de prendre la relève? Oui, bien tout de suite, à 17 ans, je m'en doutais, mais je n'étais pas certain à 100 %. Mais aussitôt que j'ai fini ma première technique, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment décidé. C'est pour ça que je suis retourné à l'école. OK. Ah, c'est ça, ils sont pas gros, là. Non, eux autres, ils ont 3 semaines. 3 semaines seulement. Et là, on est ici pour parler de la production de dinde, les dindons. Bon, la production, est-ce que c'est une grosse production qu'on a ici sur votre ferme? Ici, non, c'est pas vraiment une grosse production. On a environ un petit peu moins que 5000 mètres. Là. Donc, annuellement, on doit faire peut-être 6 à 8 000 dindons lourds, puis environ peut-être 40 à 50 000 dindons légers. C'est quoi la différence entre les deux? C'est vraiment le poids puis le temps que ça prend à atteindre le poids que l'abattoir demande. Et pourquoi on demande ces deux poids-là? C'est pour desservir différents marchés. OK. Un dindon lourd, c'est à partir de 9,8 kg, puis léger, c'est en bas de 9,8. OK. Et c'est quoi la différence entre une production de dindons et de poulet? Parce que là, vous avez les deux. C'est quoi la différence au niveau du travail, au niveau de la production? C'est des productions qui se ressemblent beaucoup. Ça va être l'équipement qui va changer un petit peu. Le temps aussi, là, c'est plus long à rendre un dindon à 7-8 kg qu'un poulet à 2,3. Là. Donc, c'est environ peut-être 70, 80, 90 jours, dépendamment. Quand on parle d'un dindon lourd qui va faire 15-16 kg, ça peut aller à 110, 115 jours. OK. Et de quoi ça a l'air la vie d'un dindon ici? Il arrive, du moment de l'arrivée puis du moment jusqu'à où il part à l'abattage? Quand il arrive à la ferme, les dindonneaux sont éclos depuis environ 24 heures. Donc, ils arrivent ici, puis sont en liberté, nourriture puis l'eau à volonté. Puis, ils grandissent dans le poulailler toujours en liberté avec moulé à volonté puis de l'eau. OK. C'est parce que là, ils ont comme peur
C'est ça. Je vais demander à Marc sinon. Oh, petit. Je vais la laisser partir. Ici, on est dans la pouponnière, fait que les dindes, ils ont 3 semaines. Ils ont 3 semaines. OK. Ouais. Et à quel stade ils vont changer d'endroit? Ben, ça dépend de l'autre production que j'ai de l'autre côté, mais normalement, autour de 5 semaines, on peut les transférer. OK. Mais ça dépend s'il faut que j'en fasse des plus grosses dindes, ils peuvent, ou plus grosses ou plus petites, là, ils vont transférer un petit peu avant ou après. Dans le fond, OK. aussitôt que mon engraissement est vide, je les transfère. OK. Et là, il y en a combien ici en ce moment? Ici, il y en a 5000 sur cet étage-là. 5 000. OK. C'est-tu toujours comme ça dans chaque poulailler ou quand ils grossissent, il y en a de moins en moins? Ou... Ça dépend de ce que l'abattoir veut, ça dépend du poids final que l'abattoir veut. Fait que comme ceux-là, on nous a demandé un poids un petit peu plus petit, j'en ai mis un petit peu plus. OK. Fait que normalement, j'en mets entre 3 et 5 000. Là, ils vont partir, ils vont avoir quel âge? Ceux-là, ils nous ont demandé un 5 kg, fait que ça va être environ peut-être 65 jours. OK, c'est quand même pas très long, là. Non. OK. Non, sauf que 5 kg pour une dinde, c'est léger. OK. Marc-Antoine, les équipements, on voyait tout à l'heure, là, bon, c'est ça qui s'ajuste selon la hauteur de l'animal. Oui, ben en fait, toutes les lignes d'eau puis les soigneurs sont ajustables avec Des manivelles? les manivelles, oui. Puis les soigneurs, la partie verte qui est là, ben on peut la lever puis la descendre, ce qui va contrôler un peu la quantité de moulée qu'il y a dans le soigneur. Donc quand ils sont plus jeunes, on la lève pour mettre un maximum de moulée. Puis plus ils grandissent, plus ils sont capables de se rendre au fond. Fait que pour éviter le gaspillage et les débordements, ben, on redescend la section verte. Mhm. Et tout à l'heure, à l'autre bout, il y avait une petite lumière qui était près du soigneur. Pourquoi exactement cette lumière-là est là? Ben en fait, cette lumière-là, c'est le dernier plat. Fait que c'est là que le sensor est pour faire partir le moteur de la vis pour remplir tout le soigneur au complet. Donc en mettant une lumière, ça attire les dindes qui vont aller manger un petit peu plus dans ce plat-là pour s'assurer que toute la ligne est pleine au complet de moulée. Donc, comment ça fonctionne, les équipements ici, les bâtiments? C'est mécanisé, j'imagine? Oui, les soigneurs sont automatiques. Ça veut dire qu'ils se fournissent par eux-mêmes. Aussitôt qu'il en manque, la vis repart puis remplit tous les soigneurs. L'eau, c'est toujours de l'eau en continu dans des abreuvoirs. Puis on peut aussi, maintenant avec les nouveaux systèmes, on gère la température, l'humidité, la ventilation, les entrées d'air, puis le chauffage. Tout ça, c'est par un ordinateur. Dans le fond, toi, tu programmes tout ce qu'il faut pour faire marcher la bâtisse, finalement. Oui, je programme ma courbe de température, d'éclairage, ensuite de ça. Mais à tous les jours, il faut quand même aller vérifier si, l'ordinateur fonctionne bien. Puis des fois, dépendamment de la température extérieure, on a plus d'humidité, donc il faut aller compenser dans le système. OK. Et est-ce que tu trouves que c'est assez technologique comme installation ou est-ce que ça va sûrement de plus en plus vite aussi à ce niveau-là? Ça va très, très vite, là. On est presque informatisé à 100 %. Il en reste encore quelques bâtiments à faire, mais ça va très, très vite. Il y a des changements à tous les mois quasiment. Et là, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui pensent que c'est facile de faire cette production-là? Parce que là, c'est mécanisé, mais tu as quand même un travail à faire. Oui, bien dans les dindons, ce qui est plus difficile, c'est le départ, là. C'est très, très, très fragile au début, là. Les premiers 24 heures sont très importants. Si le dindon est chaud, il va s'entasser, puis s'il a froid, il va s'entasser aussi. Fait que c'est difficile des fois un peu à gérer le départ, mais il faut surtout être présent, là. OK. Et est-ce qu'il y a beaucoup de mortalité naturelle, si on peut dire, dans ce genre de production-là, vu que c'est de la volaille? C'est la grande partie de la mortalité va être vraiment dans la première semaine, même voire les 2-3 premiers jours. OK. Une fois que les 2-3 premiers jours sont faits, il y en a pratiquement plus jusqu'à la fin. Par rapport au dindon, c'est quoi le comportement là, d'un dindon? Parce que là, moi, je compare beaucoup avec le poulet, là, mais est-ce que le comportement est similaire? C'est assez similaire, sauf qu'un dindon est beaucoup plus curieux. Un poulet, quand on rentre dans l'employé, va fuir, puis le dindon va venir nous voir. OK. Quand on marche, bien, ils nous suivent tous. Puis plus ils sont vieux, des fois, quand on tombe avec des mâles lourds, vers la fin de l'élevage, ils commencent à être un petit peu
un petit peu plus agressif. OK. Est-ce qu'il y a des dangers de rentrer dans un poulailler de dinde? Non, il n'y a pas de danger. Ok. C'est pas assez pesant ni assez fort pour nous faire mal. OK. Et parle-nous un peu du mode de vie agricole, parce que là, toi, tu as fait le choix de prendre la relève de l'entreprise familiale. C'est quoi qui est le plus difficile là, à ce niveau-là, au niveau de reprendre une entreprise déjà existante? Je vois pas vraiment de difficulté, là. C'est plus la quantité de travail qu'il y a à faire. Mais c'est quelque chose qui se fait bien là, quand on habite. J'habite directement sur la ferme, fait que c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Parlant de sortir les dindes, comment ça fonctionne? Parce que j'imagine que ça prend des gens, là, c'est pas automatisé. Comment ça fonctionne le sortage des dindes? Oui, la journée de la sortie, dans le fond, nous, il faut préparer le poulailler, c'est-à-dire qu'il faut couper la moulée quelques heures à l'avance pour les faire jeûner. Il faut lever les soigneurs pour être sûr qu'ils aient plus accès à la moulée justement pour le jeûne. Ensuite de ça, il faut abaisser la température tranquillement là, pour pas qu'il y ait de choc thermique durant le transport avec l'air. Puis là, il y a une équipe de chargement qui vient. C'est vraiment des équipes qui font juste ça. Des gens qui sont spécialisés là-dedans? Oui, c'est des gens qui sont formés, spécialisés pour ça. Et là, dans le poulailler, il y avait combien de dindes? Dans cette partie-là, il y en avait 6400. Puis pour sortir 6400 dindes, ça prend combien de monde et en combien de temps ça sort? Normalement, il va venir une équipe de 6 à 8 personnes, puis ça peut prendre environ... au poids qu'ils vont avoir, à 8 kg, là, ça va être environ peut-être 5 heures, 6 heures maximum. OK. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune de la relève ou un jeune qui est à l'école en agriculture qui voudrait soit se lancer dans une entreprise ou prendre la relève d'une entreprise? C'est quoi peut-être que tu aurais à lui dire, un conseil que tu vas lui donner? De foncer, je dirais de foncer. Il n'y a pas... C'est possible? Oui, c'est possible. Il n'y a pas vraiment de barrière. C'est juste qu'il faut être prêt à investir beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Alors Catherine, cette semaine, notre émission porte sur les dindes et la volaille fine, par exemple les cailles, pintades, faisans et compagnie. Est-ce qu'il y a des choses dans l'histoire que tu as pu trouver à ces sujets-là? Bien, en fait, tu sais, Cathy, l'utilisation des animaux pour l'alimentation humaine, ça date pas d'hier, tu t'en doutes bien. Hein? Au Québec, en plus, on avait la chance d'être sur des routes migratoires assez importantes. Les Amérindiens étaient très, très friands de tous ces animaux-là qui pouvaient passer dans le coin, mais ils pratiquaient pas eux-mêmes l'élevage. Hein? Ça, c'est important de le rappeler, parce que même si la dinde sauvage était importante là, pour certaines nations amérindiennes, on en a d'ailleurs des beaux exemplaires là, de coiffes autochtones avec les plumes de dinde sauvage, mais il n'y avait pas d'élevage qui était fait de ces animaux-là. C'était vraiment de la chasse libre, on va dire. C'est vraiment avec l'arrivée des populations européennes, les Français, plus tard les Britanniques, là, qu'on va avoir un souci d'avoir des animaux comme ça qu'on va pouvoir faire reproduire et utiliser. Éventuellement, on va développer toute une technologie autour de ça là, pour essayer de favoriser l'élevage des volailles de toutes sortes au Québec. Ici, par exemple, j'ai un bel exemple de cage. Une cage en bois, c'est un élément qui est quand même assez rare dans notre patrimoine matériel parce que, on le sait, le bois, c'est pas quelque chose qui survit bien. Hein? Si c'est laissé dehors et tout ça, ça pourrit, ça se préserve pas très bien. Alors, un bel exemplaire de cage à volaille du Québec ancien. Celle-ci date du 19e siècle, donc un beau morceau de notre patrimoine qui nous rappelle l'importance de ces volatiles dans nos étables, dans nos assiettes également. Il y avait aussi, à la faveur de l'industrialisation, d'autres procédés qu'on a pu développer. Nos ancêtres étaient quand même assez débrouillards parce que même avant l'industrialisation, on avait trouvé moyen d'accélérer les choses, par exemple, pour faire éclore plus rapidement les œufs. On a un bel exemplaire, par exemple, de couvoir. Donc, on peut voir très, très bien dessus là, tout le dispositif pour assurer une chaleur régulière dans l'appareil pour favoriser l'éclosion des œufs. Parfait. Merci beaucoup, Catherine. Bonjour, mon nom est Richard Poisseneau. Je suis de la ferme Orléans, située à Saint-Laurent, à l'île d'Orléans. 1973, c'est la date qu'on écrit partout sur le véhicule, sur les pancartes. C'est la date de départ
d'une épopée de production de volailles fines, donc caille, faisan, perdrix, pintade. C'est mes beaux-parents, Guy Lausière et René Vaillancourt, qui ont démarré ça. René a parti ça avec ses enfants dans le but de faire quelque chose de nouveau. Puis moi, j'ai apparu dans cette famille en 82, où j'ai courtisé Pascal, une des filles, à l'ITA de la Pocatière, puis où on a fait nos études ensemble. J'ai fait un cours en bioconservation du milieu rural. C'est un cours qui englobe faune et flore et agriculture de spécialité. Les volailles, le caprin, l'ovin, grande variété, même les abeilles, on a tout vu ça. Et la partie sylvicole, la sériculture, on visitait tout ça. Quel merveilleux cours, parce que ça fitait exactement avec moi. La chose la plus difficile peut-être de votre métier, c'est quoi? C'est faire le prix de ce qu'on veut vendre. C'est ma plus grosse difficulté. Il faut réussir à tout calculer, combien ça nous coûte pour être capable de dire combien on doit le vendre. Puis malgré ça, même quand on pense avoir fait le tour et avoir tout calculé, c'est faux. Il y a toujours des dépenses qu'on n'a pas prévues. Puis c'est là qu'est la difficulté. C'est là qu'est est-ce que je vends trop cher? Est-ce que je fais assez d'argent pour rester dans mon métier? Tout se passe là. Puis les gens, au niveau de la nutrition, c'est la dernière partie qu'ils ont envie de mettre des sous, malgré que c'est en train de changer. Ce qui fait qu'il faut qu'on s'adapte à ça, puis c'est un combat qui est constant. Je pense que ma plus grosse difficulté est là, parce que sinon, faire de l'élevage, c'est toujours rempli d'embûches de toutes sortes, mais rien d'insurmontable, rien où on n'a pas le goût de découvrir, où on n'a pas le goût d'apprendre, puis faire les mêmes erreurs, puis s'améliorer. Puis les résultats sont frappants, puis quand on les a, on en profite vraiment, puis c'est là qu'on va chercher un sentiment d'avoir bien réussi, tu sais. Mais quand c'est le temps de vendre tout ça, parce que si tu ne vends pas tout ça, tu ne sers à rien. Ah ouais, vous partez avec du steak, là, vous mangez ça, puis faites vos provisions. Mais on aime tellement leur poulet, puis leur dinde, puis vraiment, on mange trop comme Ah ouais? Bon, ben non. Ça va à peine, d'abord? ça vaut le détour. Ben ouais. Le plus grand défi à notre ferme, c'est que ça passe par un abattoir. Puis on n'a pas le choix. Et on l'a, cette particularité-là, parce que mon beau-père a toujours voulu faire ça lui-même. Puis à l'époque, il n'y avait pas tant de normes que ça, mais avec les années, il a fallu s'adapter. L'abattoir, c'est une partie qui nous attache vraiment, puis c'est une partie difficile à faire. Il faut négocier avec ça. Puis ça, j'ai vécu cet impact-là. C'est assez impressionnant. Mes enfants aussi ont vécu ça, parce que j'en ai qui ont commencé avec moi tout jeune. Benjamin a commencé, il avait 10 ans avec moi à l'abattoir. Puis il est encore avec nous aujourd'hui. Il a appris très jeune qu'est-ce que ça représente. Puis c'est la plus grosse difficulté qu'on a physique ici dans le monde avicole. Les oies, c'est très intelligent. Parmi les oiseaux, on marque une hiérarchie très forte. Les oies vont se suivre beaucoup, vont se protéger entre elles. Il y a toujours des oies qui veillent. Si approche un prédateur, ça hurle, ça crie, c'est très agressif aussi. Ils vont se protéger entre elles. C'est un oiseau long à produire. On parle de 6 mois, même un peu plus. 24 semaines, 28 semaines. On va même avoir un intérêt de finition de viande plus importante. La graisse aussi va apparaître à la fin. On a avantage à les partir tôt au printemps puis à les finir tard à l'automne, qu'on profite de la présence de la baisse de lumière du jour, puis augmentation du froid la nuit, froid de jour aussi. Ça favorise la prise de gras puis la finition de l'oiseau. C'est très facile, simple. Par contre, c'est destructeur, les oies. Aucune chance avec un abreuvoir. On va placer toujours des protections sur les abreuvoirs pour empêcher les oies de jouer et de détruire. Ils brisent tout. Un tracteur à gazon laissé dans un enclos d'oies va être démantibulé le lendemain. Il va manquer des pièces, des notes, des vis. Ils vont tout défaire. Ils dévissent, ils avalent. C'est incroyable. Il ne faut vraiment rien laisser. Ça prend un enclos bien fait, prévu pour eux autres.
la chose que vous aimez le plus dans votre travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se démarque? Est-ce que vous, votre préférence, c'est justement la clientèle, les animaux? C'est quoi l'aspect que vous préférez? Le côté animalier, moi, j'ai toujours été près des animaux, malgré que je suis un abatteur. C'est assez Ouais. difficile à comprendre, mais j'aime vraiment la présence de ces animaux-là autour, puis j'aime en avoir beaucoup. J'aime avoir des variétés différentes, surtout de bébés à aller jusqu'à la fin. On les suit, on les accompagne tout le long. Puis, c'est une finalité au bout où il faut qu'on s'adapte. Il faut l'abattage, puis il faut la mise en marché. Sinon, tout ça, ça disparaît. C'est un château de cartes. Puis, la carte principale, c'est l'abattoir. C'est très surprenant à dire. Mais j'aime bien faire ce travail-là aussi parce que je le contrôle complètement. Du début à la fin. Du début à la fin. On a nos incubateurs, on part nos bébés, on les élève, puis on les suit jusqu'à l'autre bout. C'est nous qui faisons ce boulot-là. C'est presque personnellement l'abattage est fait. C'est presque ça. C'est que je veux être là quand ça se fait parce que je veux que ce soit fait parfaitement, pas juste en accord avec le gouvernement provincial. Il y a toujours avec nous un vétérinaire et un inspecteur de présent. On ne peut pas commencer sans eux. Puis quand ils sont là avec nous, on fait ça ensemble. C'est un partenariat pour aller à l'autre bout avec un produit fini de consommation prêt. C'est vraiment... C'est beau comme ensemble. On a vu beaucoup de sortes de volailles fines, là, mais est-ce qu'il y a un animal en particulier que c'est plus difficile, qu'il a fallu s'adapter un peu plus difficilement? La perdrix, c'est un animal qui est très, très difficile d'adaptation. On peut réussir très bien puis rater complètement l'année suivante à se demander qu'est-ce qui s'est passé. Difficile à comprendre, à saisir. C'est un oiseau nerveux. Puis elle nous le fait savoir là, par des explosions de mouvements, puis aussi des mortalités fréquentes, puis qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Là. Les analyses, des recherches, toutes sortes de choses qu'il faut faire pour essayer de produire de la perdrix encore. Des fois, ça se met à bien aller. Cette année, j'ai des perdrix, ça va bien. L'année passée, c'était une horreur. OK. Au contraire, y a-t-il un animal avec lequel c'est plus facile de travailler? La caille, c'est notre préférée. Okay. C'est celle qu'on produit en quantité, c'est celle qu'on fait le plus. Pas nécessairement en nombre de kilos produits, parce que c'est quand même seulement 200 grammes de carcasse, 150 à 200 grammes de carcasse. Mais on en fait beaucoup chaque semaine, tout le temps. On les incube, ils viennent de chez nous. C'est notre lignée à nous qui est là depuis 1973. Et puis, elle nous fait vivre des beaux moments encore maintenant. Même si elle est difficile à l'abattage parce que petite, il faut adapter l'abattoir pour elle. Personne ne fait ça. Adapter l'incubation, il faut adapter tout pour la caille parce que tout est petit. Mais une fois ça fait, c'est un oiseau agréable, rapide, productif. C'est pas bruyant, ça pond, ça sent pas fort, ça a très peu de choses néfastes et désagréables. Il casse pas pour Alors, Richard, expliquez-nous, on est devant les reproducteurs, les cailles reproducteurs. Oui. Expliquez-nous un peu là, comment ça fonctionne, ce milieu de la caille. Là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit à 8 semaines d'âge, les cailles sont aptes à se reproduire. On choisit dans le troupeau qui est à l'engraissement les plus beaux sujets, donc mâles et femelles. On va prendre un mâle pour 3 femelles. Dans une cage, on peut mettre une trentaine de femelles puis une dizaine de mâles par cage. Et puis, la reproduction commence entre la 8 et la 9e semaine. Les cailles vont commencer à pondre. Les œufs roulent à l'avant de la cage tout seuls. On les ramasse tout simplement à chaque jour. Alors Richard, dites-nous c'est quoi l'avenir que vous voyez de la ferme Orléans, vos projets à moyen ou long terme, où on voit l'avenir de cette ferme-là? Moi, en tout cas, pour ce qui est du temps qu'il me reste à faire, je sais pas mal où je m'en vais, puis ça risque de ressembler pas mal à ce qu'on fait là, avec un abattoir que j'espère plus performant, plus efficace, et puis j'espère une variété de produits augmentés, des choses plus qui vont plaire au monde. On est là pour nourrir, puis j'espère continuer à nourrir mon monde, mais
à quelque part, j'aime autant pas trop savoir non plus quel revirement je vais devoir subir parce que c'est tout le temps comme ça. On passe notre temps à s'ajuster à des nouveautés, que ce soit technologiques ou des nouveautés graves comme des changements de permis ou de choses que... Oh! Faut qu'on bouge, puis c'est pas là qu'on s'en allait. La demande des À consommateurs. quelque part, oui, bien, Aussi. c'est ça. Eux autres vont-tu devenir à 100 végétariens d'ici 10 ans, là? Je le sais pas, moi. Je pense que non, mais je prends une chance un peu. Puis si jamais ils font ça, bien, on a des champs, puis on produira bien quelque chose d'autre que du grain ou, tu sais, ça sera... On verra. Puis c'est à quelque part assez le fun à pas trop savoir ce qui s'en vient. Hein, on découvre un peu à mesure, ça laisse un petit côté piquant là, qui vaut aussi bien être là. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole. Merci à nos deux invités de cette semaine de nous avoir accueillis à la ferme. Marc-Antoine Turcotte de la ferme avicole Orléans et également Richard Poissonneau de la ferme Orléans. Et on vous invite évidemment à aller faire un tour à la boutique de la ferme Orléans pour aller déguster et découvrir les volailles fines de la famille Poissonneau. Alors, merci d'avoir été des nôtres et bonne semaine. Cette semaine, nous allons nous transporter du côté de Lévis pour aller découvrir le vignoble Le Nordais avec la famille Bourget. C'est toujours pas mal bon au sentir. Ça sent bon, hein? Oui, hein? Oui, ça sent bon. T'aimes ça quand je fais ça, hein? T'aimes ça, hein? Et ensuite, nous allons nous transporter sur la rive nord du côté de Deschambault pour aller découvrir le domaine Hébert avec Christian Hébert. C'est la dernière émission que j'ai. Voyons, on va te pleurer. Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2017-2019, qui regroupe 12 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.